activiste européen de Panly et Mirieux, collectif anti-nucléaire Nord-Ouest aussi, puisqu'on est à la fois aussi membre de ce collectif qui rassemble donc toutes les organisations anti-nucléaires du Grand Ouest. Parmi vous, je pense qu'il y a des gens qui connaissent peut-être assez bien la région, d'autres, je ne sais pas. Il y a des choses qui viennent d'autres régions que la région de Normandie. Oui. Donc, c'est tout simplement pour vous situer un petit peu les choses. Panly, c'est en Seine-Maritime, et donc c'est au nord d'ici, donc sur les côtes d'Aldâtre. Et donc, c'est une centrale où il y a déjà on a installé deux réacteurs de 2600 MW. Panly donc, est à l'est de la ville de Dieppe, et à l'ouest il y a aussi une deuxième centrale qui est Paluel, donc avec aussi 4 réacteurs de 1650 MW. Non, 1300, excusez-moi. C'est le réacteur EPR qui fait 1650 MW. Donc je suis ici ce soir pour vous parler un petit peu du projet Panly et puis aussi de la lutte qui s'est organisée depuis 2009, depuis cette décision, où Nicolas Sarkozy en janvier 2009 annonce qu'ils feront un deuxième EPR à Panly. Voilà comment je vais organiser un petit peu mon intervention. Donc je vais vous raconter un petit peu dans quel contexte s'est prise cette décision en 2009 de faire de Panly. Puis, une fois la décision prise, aussitôt, forcément, dans la région, un certain nombre de personnes se sont mobilisées. Et pour constituer le collectif, je vous présenterai un petit peu les gens qui ont adhéré à ce collectif et qui sont mobilisés. Ensuite, je vous parlerai un peu de nos types d'actions qu'on a menées pour tout simplement mener la contestation, l'opposition, l'influence, etc. Et puis, dans un quatrième temps, je vous parlerai depuis 2009, qu'est-ce qui a changé en fait, pourquoi finalement le projet a été suspendu, et quels sont les changements, et on regardera un petit peu le verre à moitié vide et le verre à moitié plein par rapport à l'histoire de l'EPR. Et puis, dans un dernier temps, je vous parlerai un petit peu des perspectives des enjeux pour ouvrir les débats. Voilà. Donc, dans quel contexte un petit peu cette décision de l'EPR s'est prise, il faut remonter donc à 2009 et même aux années 2000 en fait. Et il faut dire que, en fait, depuis les années 2000, l'EDF s'était lancé dans une politique de développement à l'international. Je pense qu'on a peut-être dû vous le dire. Parce que plusieurs étapes. Et surtout en 2008, elle fait le pari du printemps nucléaire, en fait, de la relance et de la renaissance un petit peu de cette industrie. Déjà en 2006, elle avait contracté avec les Chinois donc, un nouvel accord qui prévoyait la construction de 2 EPR en Chine. Elle avait entrepris donc EDF dès 2007 avec la construction d'EPR en Finlande. Dans la même, plus ou moins un an plus tard, donc en septembre 2008, donc elle rachète British Energy avec l'intention effectivement de faire Hinkley Point. Et ensuite, donc, elle augmente sa participation au sein de Constellation Energy, donc, qui est un groupe américain, pour effectivement pouvoir construire 2 EPR aux États-Unis, dans l'État de New York et dans l'État. Je sais plus. Dans un deuxième cas. Ensuite, au niveau gouvernemental, donc c'est le président Sarkozy qui est à la tête du gouvernement, et lui, forcément, il avait l'intention tout simplement de participer donc, à cette renaissance. Et il avait déjà annoncé en 2008 donc, ce projet d'EPR, mais effectivement la décision tombe en janvier. La décision officielle tombe en janvier 2009. Une autre particularité de ce contexte, c'est que pour tout simplement participer relancer un petit peu cette industrie, le gouvernement français va organiser un lobbying très fort au niveau de l'Europe pour relancer cette industrie. Et donc, elle va essayer de faire pression pour s'exonérer d'atteindre les 20% d'énergie renouvelable en 2020, du fait de sa forte production nucléaire.
Donc un lobbying assez fort au niveau aussi d'Europe pour cette renaissance. Et voilà, une autre particularité du contexte dans lequel le père de Panly, la décision de le père de Panly s'est faite, c'est aussi le Grenelle de l'environnement, où la question du nucléaire avait été écartée. Enfin, plus largement, dans le contexte même du parc nucléaire français, cette décision, elle s'est prise aussi dans un environnement où il y avait déjà une surcapacité et un surdimensionnement du parc nucléaire en tant que tel. La France exportait déjà l'équivalent de 12 réacteurs de 900 MW. Voilà. Ensuite, oui, il y a d'autres aspects techniques aussi qui ont fait que pourquoi le père à Panly et pas ailleurs finalement. Déjà, il faut dire qu'à Panly, le site avait été plus ou moins préempté avant Flamanville, en fait, pour un certain nombre de raisons. D'abord pour des raisons foncières, c'est-à-dire que Panly, lorsqu'il s'est fait dans les années 80, en fait, il devait y avoir au moins 4 réacteurs. Là, aujourd'hui, il y a tous les... et puis ça ne s'est pas fait, et seulement 2 réacteurs ont été construits. Ensuite, forcément, donc, dans les années 80, un certain nombre d'études avaient été faites, et c'était pour éviter de refaire des études. Le réacteur de Panly, le site de Panly avait été choisi. Ensuite, il y avait une troisième raison qui était que les lignes très haute tension existaient pour pouvoir évacuer l'électricité produite par l'EPR. Voilà, donc on est dans un contexte, pour synthétiser, on est dans un contexte où il y a une offensive gouvernementale, et puis d'EDF, pour faire de l'EPR donc une vitrine du nucléaire français à l'exportation. Et la dernière justification, c'était d'augmenter la capacité de production du parc nucléaire et puis surtout exporter l'électricité. Voilà un petit peu dans quel contexte le père de Panly a été décidé. Forcément, ayant plus ou moins annoncé dans l'été 2008 l'annonce d'un deuxième EPR, on a tout de suite pressenti ici dans la région que ça pourrait se faire à Panly. Et donc, déjà, un certain nombre d'actions anti-nucléaires se sont mises sur pied. Une première action, elle s'est passée notamment lors du conseil municipal de Dieppe, où il y a eu une action de désobéissance, si on peut dire, enfin plutôt de subversion, c'est-à-dire on est voulu perturber le conseil municipal pour tout simplement annoncer notre opposition, sachant que le maire de Dieppe, qui est toujours M. Sébastien Jumel, donc, était favorable à l'implantation de l'EPR. Une deuxième action, avant la constitution du collectif Stop EPR, c'est aussi monté en décembre 2008, toujours, avec la brigade activiste des clowns. Et là, on avait lancé, juste à l'entrée de la centrale, donc une action de simulation de l'accident. Cette simulation a été, assez bien médiatisée au sein de la région, et même au sein de la région et au sein de France 3 Régions, puisque, cet accident de simulation, tout simplement, consistait à arrêter les automobilistes, et deux, donc, les premières, il y avait un accident nucléaire en cours, etc. Et ensuite, on désamorçait donc l'annonce par des clowns activistes, plus loin sur la route. Et autour, il y avait toute une mise en scène de gens qui faisaient des tests de radioactifs, pas loin de la centrale, dans les champs, etc. Donc, voilà. Voilà un petit peu, donc, quel type d'action a été menée dès le début. Ensuite, au niveau du collectif, donc le collectif se constitue donc, au mois de janvier 2009. Immédiatement, donc, est prévue une grande manifestation, un rassemblement, peut-être parmi vous, quelques-uns, parmi vous, peut-être des gens y ont participé. Donc, une grande manif à Dieppe qui est organisée.
qui a fait donc à peu près 700 à 800 personnes. Bon, voilà, pour la région, c'est peu. Mais, comment dire, on n'est pas forcément dans une région anti-nucléaire. D'autres types d'actions au sein du collectif Stop EPR, il y a des actions d'information, de sensibilisation, donc, notamment les Tchernobyl Day, de manière récurrente et tous les ans. On va sur le web et puis on fait quelques défilés pour rappeler tout simplement les conséquences de cette catastrophe industrielle qui a été Tchernobyl. Ensuite, d'autres types d'actions, on fait de l'interpellation d'élus, notamment auprès de l'ancien président de la région, qui était Alain Leverne à l'époque, où, face à une décision gouvernementale, Alain Leverne a été pris un peu de court, bien que sans doute il était prévu. Mais il faut rappeler que avant cette décision de l'EPR de Panly, donc en 2009, je disais tout à l'heure que Panly avait été plus ou moins préempté avant Flamanville, et finalement c'est Flamanville qui l'avait remporté. Il faut dire qu'à l'époque, en 2003-2004, les élus de la région, notamment PS et l'ELV, s'étaient positionnés contre. Et donc ça faisait une opposition politique qui avait été gênante à cette époque-là pour que l'EPR puisse être implanté sur Panly, et donc il est parti sur Flamanville. Où là, l'accueil politique, puisque c'était un gouvernement à l'époque c'était celui de Jacques Chirac, qui avait lancé le projet de l'EPR de Flamanville. Donc des actions d'interpellation d'élus auprès du président de région, mais aussi auprès des futurs présidents, des futurs candidats à la présidence de la République en 2012. Donc on avait interpellé bien sûr l'ancien président de région de Nord-Pas-de-Calais, Madame Aubry, c'est ça Martine Aubry, voilà, je cherchais ce nom. Et puis ensuite, la candidate, le candidat, qui était François Hollande. Voilà. Deux types d'interpellations qu'on a faites. D'autres types de luttes qu'on a menées, c'est aussi, on a mené des luttes de solidarité, de convergence vers des autres luttes anti-nucléaires, notamment la lutte anti-PHT, où on a participé donc à leur... on s'est associé un petit peu à l'organisation et puis au rendez-vous. Et puis, il y a aussi sur les transports des déchets, où là aussi, on a fait des rassemblements autour de la gare de Sophie, notamment. Voilà, donc on a été pendant à peu près 9 ans donc un collectif assez actif, et surtout qui a su prendre des décisions à un niveau local, sachant que j'oublie un dernier point, c'est les actions juridiques et institutionnelles. Et le collectif aussi, un petit peu, a essayé de se placer de ce côté-là. D'abord en participant au débat public sur le projet de l'EPR de Panly, où la plupart des réunions ont été locales, autour de Panly, donc quelques réunions décentralisées sur Paris notamment ont eu lieu. Ce qui n'était pas le cas pour le débat public de Flamanville, où beaucoup de réunions avaient eu lieu en France, sur tout le territoire français. Et puis, on est aussi monté à Patelin, à la commission locale de l'information nucléaire de Paluel-les-Panly. Enfin, dernièrement, il n'y a pas longtemps, on a participé aussi au dialogue de l'Ancli, donc sur la cuve de l'EPR de Flamanville 3. Donc, on a pris des initiatives locales. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment du débat public, il s'est trouvé que les associations anti-nucléaires, telles que par exemple Sortir du nucléaire, Greenpeace, en fait, ont boycotté le débat. Et on s'est retrouvé un petit peu seul pour participer à ce débat. Et en fait, on l'a animé, bien que finalement le public était peu nombreux, sauf peut-être la première soirée de débat public, où là, il y a eu beaucoup d'élus locaux, beaucoup de responsables économiques de la région, étaient venus à cette réunion, mais aussi beaucoup d'acteurs sociaux qui sont venus à cette réunion, et notamment donc, les anti-nucléaires, mais aussi
tous les travailleurs de la sous-traitance. Et c'est vraiment eux qui ont animé cette réunion et qui ont fait le buzz sur cette réunion. Et en fait, ça a un peu décompensé pas mal de responsables politiques, notamment le maire de Dieppe, Sébastien de Jumel, qui est venu et qui finalement n'est pas intervenu dans la réunion parce qu'il ne le sentait pas. C'était quand même les travailleurs du nucléaire qui intervenaient et qui intervenaient pour tout simplement dire réellement ce qui se passait au niveau de la sous-traitance dans les centrales. Voilà. Donc le projet de Panly a été suspendu par deux fois. Il a été suspendu et par deux fois, l'enquête publique a été repoussée par deux fois. Et lorsque François Hollande a été élu, finalement, il a repoussé l'enquête publique après sa présidence. Autrement dit, c'est dans cette présidence-là que peut-être, à nouveau, on va avoir l'enquête publique revenue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé que, depuis 2009, le projet est suspendu, l'enquête publique n'a pas lieu, notamment, plus largement, la relance du nucléaire, le printemps nucléaire qu'on nous a lancé n'a pas eu lieu non plus, en tout cas en Europe, et tous les grands projets de construction de centrales se sont déroulés en Chine, où il y a une vingtaine de projets en construction, de centrales actuellement. Et puis on a assisté aussi à une démystification un peu du nucléaire. Alors, démystification parce que tout simplement il y a des dérives du chantier de Flamanville, avec ses coûts, ses dépassements en échéance, mais aussi en coût. Il y a le chantier de Flamanville, mais aussi il y a les chantiers d'Okiboto. Il y a une deuxième démystification qui a été d'indépendance énergétique qui a été mise à mal, notamment avec des hivers où la demande de pointe était très forte et on craignait des ruptures de réseau et où finalement les Français ont appris que la France importait de l'électricité à l'occasion de ces demandes de pointe. Il y a eu la campagne de Greenpeace sur le recyclage des déchets. En effet, Greenpeace s'est mis à traquer un petit peu les convois de déchets, et notamment ceux qui étaient exportés vers la Russie. Et donc, il y a eu plusieurs actions de Greenpeace de blocage des transports, notamment. Ensuite, il y a eu aussi des actions sur la sûreté des centrales, où pas mal d'activistes de Greenpeace sont rentrés dans les centrales. Enfin, il y a eu aussi l'événement de Fukushima, qui a mis à mal beaucoup, même très fortement cette industrie, et notamment un certain nombre, d'abord les faits, 4 réacteurs mis en difficulté, 3 réacteurs qui ont fondu en tout cas, et notamment aussi il y a eu au niveau de la Commission européenne par rapport au Tinger en 2012, qui ont pointé les lacunes des centrales françaises, notamment au niveau des protocoles de sécurité sur les séismes, sur les inondations et sur les règles de conduite accidentelle des réacteurs. Enfin, suite à Fukushima, il y a eu plusieurs pays qui ont décidé d'abandonner le nucléaire, l'Allemagne, forcément, l'Italie par son référendum, et aussi les USA qui ont stoppé les projets en cours. Enfin, depuis 2009, il y a un certain nombre d'autres événements. Il y a eu le conflit entre Aéroair et EDF qui a provoqué un petit peu la perte du marché d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Et ces divisions ont été une des causes un peu de cette perte de marché à l'export de la technologie française nucléaire. Enfin, il y a des divisions internes. Déjà, les ingénieurs d'EDF s'étaient déjà prononcés contre, notamment pour faire le projet avec le Trépon. Donc il y avait des divisions internes, et notamment un des faits qui a fait un grand bruit, c'est la démission du directeur financier d'EDF, Thomas Flickman, qui s'opposait à la réalisation, en tout cas, du
projet d'Hinkley Point en Grande-Bretagne. Enfin, ce qui a mis aussi à mal un peu cette industrie depuis 2009, c'est aussi la libéralisation du marché de l'électricité, où le nucléaire se voit mis en concurrence avec les énergies renouvelables au niveau de l'Europe, avec l'interconnexion des réseaux. Et notamment, les énergies renouvelables deviennent prioritaires sur le réseau par rapport au nucléaire. Et donc ça le met en concurrence fortement. Et donc EDF, une des conséquences, c'est qu'EDF a du mal aujourd'hui à vendre son électricité en gros. Enfin, voilà. Et surtout ses contrats à long terme, elle a du mal à souscrire des contrats à long terme. Voilà. Enfin, l'avenir de la filière nucléaire donc, aussi a été compromis par la dette croissante d'EDF, sur laquelle beaucoup d'anti-nucléaires ont communiqué. Et notamment aussi sur l'avenir de la filière avec le mur d'investissement à l'horizon 2025. Parce que tout simplement il y a un parc qui se vieillit et qui doit être renouvelé, et sachant aussi que par quoi on remplace ce parc vieillissant. Voilà. Ensuite, si on regarde un petit peu maintenant, donc face à un petit peu à tous ces arguments négatifs qui ont fait que, en 2010, finalement, jusqu'à présent, le père de temps ligne ne s'est pas fait, il faut dire qu'aussi, au sein du débat public, on avait réussi, le collectif Stop le Père et France Nature Environnement avaient réussi à mettre en avant qu'il n'y avait pas besoin finalement d'en construire. C'est-à-dire qu'en fait, on produisait suffisamment assez pour couvrir les besoins. Et aussi cela, et puis on avait aussi mis en avant aussi la question des coûts de l'EPR. Et c'est pendant ces 10 ans, c'est que la question des coûts, la question de la sous-traitance, etc., sont des thèmes qui ont émergé un peu dans le débat, ce qui n'était pas le cas auparavant. Voilà. Ensuite, si on regarde d'un autre côté, les points négatifs étant le verre à moitié vide, si on regarde le verre à moitié plein, en levant un petit peu quand même l'industrie nucléaire, si elle a pris des coups, elle a quand même su avancer aussi. Et il faut regarder aussi ça. D'abord, EDF va faire une Hinkley Point. Ça, c'est une conquête, et cette conquête, dans cette décision, ça a été une vraie décision politique. C'est-à-dire qu'au sein du CA de EDF, il y a eu un grand débat économique et industriel sur doit-on faire une Hinkley Point ou pas. Et ce débat a été tranché au niveau gouvernemental. Donc il y a eu une vraie décision politique sur une Hinkley Point. Et ça, c'est ça. Ensuite, comment dire, les projets étant tellement coûteux, ça nécessite beaucoup d'investissement au départ pour lancer un projet EPR. On a assisté aussi à une sorte d'internationalisation du financement. Et dans le cas de l'EPR de Flamanville, c'était une des caractéristiques aussi de ce projet, c'est-à-dire qu'en fait, pour Flamanville, l'EPR est financé par EDF, et pour Panly, alors le projet était mixte au niveau financement, c'est-à-dire il y avait une part qui était financée par EDF, une part qui devait être financée par EDF, c'est le GNL Suez. Voilà. Donc c'était une des caractéristiques, et c'est ce qu'on retrouve depuis ces dernières années, où, par exemple, dans le cas de Hinkley Point, c'est pareil, c'est un projet qui est financé de manière mixte, donc une forme d'internationalisation du financement de ce type de projet nucléaire. Enfin, il y a quand même la filière ayant subi des coûts, notamment, on a assisté donc à la mise en faillite d'Areva, et donc il fallait mettre fin à la compétition entre EDF et Areva, entre donc Proclio et qui était le président à l'époque d'EDF, et Madame Lauvergeon qui était la présidente d'Areva. Et donc le gouvernement a tranché, la faillite faisant, la filière s'est réorganisée et elle a été recapitalisée l'an dernier, je crois que c'est l'an dernier, oui, voilà, avec, même en début d'année, avec 5 et 4 milliards.
Enfin, la seconde chose, c'est que pour assurer son avenir, la filière a besoin effectivement de montrer qu'elle sait gérer ses déchets. Et donc, le projet Civio, il faut le faire à tout prix, et donc elle fait le forcing là-dessus. Et les derniers événements donc, du côté de Bure, sur l'arrestation d'un certain nombre de militants, le montrent bien, donc il y a une répression assez dure là-dessus. Enfin, l'industrie nucléaire n'est pas restée inactive au niveau politique, bien sûr, et notamment sur la constitution de la loi de la transition énergétique et de la croissance verte, où là, elle a fait un forcing important, notamment sur les objectifs de cette loi, qui étaient les objectifs de 50% du nucléaire, et puis aussi les objectifs des énergies renouvelables, des 23%. Et d'ailleurs, tout le débat à l'Assemblée nationale s'est focalisé là-dessus, c'est-à-dire sur l'article 1er de cette loi, alors qu'il y avait 214 autres articles. Il y a eu 4500 amendements qui ont été déposés, etc. Donc, je termine. Bon, il y a tout un ensemble de choses. Bon, aussi la répression. Il faut dire que l'État réprime assez brutalement l'activité anti-nucléaire et notamment tous les activistes qui se mettent, qui désobéissent et qui se mettent en travers un petit peu de l'action de l'industrie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le groupe Gambin en 2010 a mené des blocages sur la ligne Caen-Cherbourg. Et donc il y avait un certain nombre de militants qui s'étaient rechignés, etc. Et pour les aider à incarcérés, certains ont été grièvement blessés. Pareil sur le plan de résistance de lutte anti-THT sur 2012, à la manif, il y a eu quand même des affrontements assez durs, il y a eu un militant qui a perdu un œil, etc. Donc c'était là aussi la répression, quand elle est confrontative, en tout cas, elle est très forte. Enfin, il faut dire aussi que le verre à moitié plein, il faut aussi constater que l'opinion publique, en tout cas, est assez partagée sur la sortie du nucléaire. On pourrait dire qu'elle est plutôt favorable à cette sortie, c'est toujours entre 45 et 65, mais c'est que l'opinion publique, c'est pas forcément les gens qui descendent dans la rue, c'est pas voilà. Mais, pendant ces années-là, il y a eu de grandes manifestations anti-nucléaires, soit contre l'EPR, soit contre la ligne anti-THT, soit pour les énergies renouvelables, et qui a pu rassembler en France jusqu'à 60 000 personnes. Donc c'est déjà un mauvais point pour cette industrie. Voilà. Enfin, Alors, quelles sont les perspectives et les enjeux? Alors les perspectives, sachant que le parc nucléaire vieillit, je pense qu'on a dû vous le dire, grosso modo, il va y avoir un point de bascule aux alentours de 2020-2025, donc c'est demain. Point de bascule dans la mesure où on aura à partir de 2020, on aura 48 réacteurs qui auront au moins 30 ans, et en 2030, on aura 46 réacteurs qui auront plus de 40 ans, c'est-à-dire sur 58, le parc en compte 58. Et donc, c'est dans cette fourchette-là, 2020-2025, même 2020-2030, que là, il va falloir s'organiser et réagir. La deuxième chose, c'est qu'on parle d'un deuxième EPR, et notamment pour des bruits courts pour la PPE. En tout cas, EDF souhaiterait bien un deuxième EPR qui soit programmé au sein de la PPE de cette année, en fait. Et les sites qui sont annoncés, ça serait peut-être Flamanville, parce que là, il y a encore la place pour un réacteur. Ça pourrait être aussi Panly, parce que là, il y a encore 2 places pour 2 réacteurs. Et ça pourrait être aussi Gravelines. Là aussi, on parle aussi de Paluel, mais là, je ne sais pas où ils vont les mettre, mais bon, voilà. Enfin, ces réacteurs EPR, ils ont été plus ou moins aussi comptabilisés dans le rapport de la Cour des comptes de 2012.
où il parle de 6 EPR pour 35 milliards d'euros. Voilà. Donc la région est fortement concernée dans un futur très proche donc, par l'EPR, et on risque de revoir peut-être le projet d'EPR de 2009 arriver à nouveau dans la région. Enfin, il y a un autre élément dans les perspectives, c'est qu'il y a quand même une contrepartie, c'est les parcs éoliens offshore, puisqu'il y a quand même des parcs qui vont s'installer au Tréport, à Fécamp et Courseulles. Enfin, les enjeux. Parmi les enjeux, il y a au moins 3 points. Il y a une nouvelle donne politique aujourd'hui, au niveau national, entre pouvoir central et régional. Donc là, il faut en tenir compte. Il y a aussi un mouvement nucléaire qui est plus ou moins divisé. Et donc là aussi, il y a des questions qui se posent. Enfin, il y a dans le mouvement anti-nucléaire, on n'a toujours pas tranché les débats entre transition et rupture. Parmi certains mouvements, on est pour un arrêt immédiat. Parmi d'autres, on est pour un arrêt plutôt plus ou moins moyen long terme, 5-10 ans. Et pour d'autres, ils voient la transition, mais à très long terme, à 30 ans. Voilà. Et donc, il faut s'interroger sur qu'est-ce que la transition, qu'est-ce que la rupture, dans quel ordre commencer, est-ce qu'il faut plutôt une rupture puis une transition, ou alors l'inverse, l'inverse, c'est ce qui se passe aujourd'hui, on a une loi de transition énergétique, mais on ne la voit pas arriver. Et la rupture, elle se fera dans 30, on ne sait pas trop. Voilà. Ensuite, il faut se poser aussi des questions sur la notion de transition. Qu'est-ce que la transition? Est-ce que ça ne peut faire que des gagnants? Alors qu'on sait très bien qu'il va y avoir des secteurs qui vont forcément être déclinés et d'autres qui vont apparaître dans cette transition, notamment pour les énergies renouvelables. Et pour le nucléaire, ça va être plutôt un secteur en déclin. Et ensuite, on l'a vu au cours des débats publics à Panly notamment, les débats publics sur le nucléaire, sur l'énergie, ça intéresse peu de gens, sachant que aussi il y a eu un débat national sur l'énergie qui a précédé la loi de transition énergétique et de la croissance verte. Et là, pareil, il a été beaucoup investi par d'abord le lobby nucléaire, les professionnels des secteurs économiques concernés, et peu par finalement le citoyen. Et donc la question se pose, c'est comment politiser un peu cette question d'énergie pour arriver finalement à faire activer finalement la question entre les pour et les contre. Activer aussi, activer cette question dans la rue, dans le Parlement et puis dans les secteurs économiques. Parce que pour le moment, tout le monde pense que la transition énergétique va se faire de manière naturelle et on constate qu'elle ne se fait pas de manière naturelle, malgré une loi et malgré une PPE. Donc je ne conclurai pas de transition énergétique sans arrêt du nucléaire. Ça, c'est l'anti-nucléaire qui parle. Et encore moins de transition écologique. Voilà.